comme je le dis dans le bouquin, on regarde l'immigration de loin. On voit des reportages, des photos, on lit dans la presse, mais il faut vivre cette expérience pour savoir ce que c'est. Et donc, c'était important de raconter c'est quoi les raisons qui poussent les gens à partir. Le constat que j'ai fait à l'issue de mon expérience, c'est qu'on ne choisit pas de partir. Toutes les motivations qui poussent les gens à quitter leur territoire natal pour aller quelque part sont des situations de contrainte. Et donc, cette contrainte-là, il faudrait qu'on en parle souvent. C'est polarisant parce que, comme on le sait, comme ce n'est pas une entrée régulière, on questionne souvent la nécessité de maintenir ce point ouvert. Mais ce qu'il faut comprendre, et c'est ce que j'explique un peu dans le livre, c'est que ces gens viennent demander l'asile, elle n'est pas garantie. Ouais. Mais quand ils arrivent et que cet asile est accordé, c'est la grandeur même de la nation canadienne, nation québécoise qui est ainsi démontrée. Mais c'est aussi des gens qui arrivent, qui occupent des emplois, qui apportent des contributions, qui payent des impôts et qui essayent de s'intégrer dans la société québécoise. Il vous souvient certainement qu'en 2020, au fort de la pandémie, on a appelé ces gens des anges gardiens. Il a fallu que ce chemin ait existé, qu'il soit resté ouvert pour que justement ces gens deviennent des anges gardiens. C'est polarisant, oui, mais on peut envisager cela comme une forme de solution plutôt que de confronter les populations. Quand on explique ensuite pourquoi est-ce que, quand on essaie de s'intégrer, souvent on est face à des portes closes. Et quand on explique qu'on n'avait pas d'autre choix que de passer par là, parce que les frontières régulières sont fermées. Mais pour moi, c'est important de le faire parce que ça fait partie aujourd'hui de mon identité. Je dis, je suis un produit du chemin Roxham, je ne peux plus l'enlever. Et il faut représenter ces 100 000 personnes qui sont passées par là, qui connaissent des parcours différents aujourd'hui, mais il faut qu'on arrête de les stigmatiser. Et c'est un peu l'objectif des entrevues que je fais, des conférences et des ateliers auxquels je participe. Vous savez, on arrive ici, on avait une façon d'être, une façon de vivre. On abandonne tout parce que, sous la contrainte, quand on arrive, pour nous, c'est contribuer parce que ça nous donne, comment on appelle ça, une occasion de renaître. Ouais. Et donc, moi, je me suis impliqué dans ça. J'ai travaillé aussi pour le regroupement des CPE de la Montérégie, pour le Réseau québécois pour la réussite éducative. J'ai travaillé en persévérance scolaire et je suis impliqué aujourd'hui comme membre du Conseil interculturel de la ville de Longueuil. Et notre rôle dans ce conseil-là, c'est surtout de conseiller l'administration municipale sur les différentes initiatives à mettre en œuvre pour lutter contre les discriminations raciales et les discriminations de toutes sortes. Donc pour moi, c'est être présent, c'est prendre une place qui existait, c'est montrer qu'on vient contribuer, qu'on ne vient pas bénéficier ou profiter d'un système, mais on vient en tant qu'individu, avec notre bagage, avec nos expériences et nos compétences qu'on peut mettre à la disposition de la société longueuilloise et québécoise en général. Je dis, le racisme et la haine se nourrissent du silence et de l'ignorance. Avec des opportunités comme ça, des occasions comme la célébration du mois de l'histoire des Noirs, on met en lumière les gens qui font des contributions et c'est important. Le thème, c'est de l'obscurité à la lumière. Ouais. Maintenant, oui, c'est important de célébrer ce mois, mais on peut aller plus loin, à considérer ces gens qui sont dans nos territoires, dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans nos entrepôts, dans nos entreprises, comme des gens ordinaires qui sont là. Puis je remercie la télévision de nous avoir invités à cette émission. Au plaisir de revenir une autre fois. Oui,